Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Les îles du Saint-Laurent. Nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi ces îles au trésor. Ici Michel Hervé, bienvenue à cette émission des îles au trésor. Cette semaine, complétons notre aventure sur l'île Notre-Dame-des-Sept-Douleurs avec M. Léopold Fraser, qui la connaît très bien, il y est né. Notre chroniqueuse Mireille Poulain nous parlera entre autres de goélands, de mouettes et de pêche à l'oursin, alors que Jean-David Viel nous entretiendra de la récolte de zostères et des manufactures du village. Plusieurs des coins préférés de Léopold Fraser font référence à son enfance, comme celui-ci, situé à la pointe ouest de l'île. Nous, ici, c'est la pointe ouest, mais on parle là, communément de bout d'en haut. C'est au bout d'en haut. C'est un coin qui était assez renommé pour la chasse au canard. On allait à marée basse, à marée comme on voit actuellement, là, le matin tôt. On allait se cacher dans les roches, à l'abri des roches. Puis lorsque le canard passait, on pouvait, là, avec un fusil 12 de calibre 12, on pouvait le chasser là, pour le récupérer sur les roches. Puis c'est un bon point d'observation aussi des mammifères marins. Toute la pointe ouest ici, il y a beaucoup de profondeur d'eau. Puis les baleines, les belugas viennent proche de la rive. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent à la pointe ouest pour observer les mammifères marins. Il y a le phare aussi, qui est un endroit là, vraiment là, privilégié par les touristes où on opère un gîte. Alors, le phare qui est le plus vieux phare du Saint-Laurent, en fait, là, qui a été construit de 1806 à 1809. Alors moi, quand j'étais jeune, on n'appelait pas ça le phare, on appelait ça la tour. Puis je me souviens, lorsqu'on avait de la visite là, qui venait chez nous l'été, soit de la parenté de mon père ou de ma mère, les oncles et tantes, à chaque fois, il fallait venir virer au phare, qui était la tour. Puis on montait dans la tour. On montait dans la tour, on sortait. Actuellement, c'est plus possible, là. Au niveau sécurité, on ne sort plus en haut du phare. Quelqu'un peut monter, là, il peut avoir une visite. C'était la tour, c'était une place là, où on devait aller à chaque été avec les gens qui venaient. C'est plus vraiment opérationnel, il n'y a plus de gardiens. Puis il y a l'île Rouge qu'on voit en face aussi, là, qui a une lumière, puis il y a encore des phares sur l'île Rouge. C'est comme ici, la lumière est toujours là. La lumière du phare est là, mais c'est complètement automatisé. M. Fraser est nostalgique de l'activité qui régnait dans son enfance au quai d'en haut. Il aimerait qu'il soit rénové afin qu'il retrouve son lustre et l'achalandage d'antan. On a un projet de rénovation pour ce quai-là. Il a été cédé à la municipalité là, par le gouvernement fédéral, par Transport Canada. Puis ça serait un accès public intéressant là, vers le fleuve avec un aménagement probablement là, pour les visiteurs. Ce quai-là, il y avait quand même beaucoup d'activités. Puis lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais jeune, alors
On sortait le bois de pulpe, là, le bois qui était bûché sur l'île. On allait à ce quai-là, puis il y a des barges, là, des goélettes qui venaient le charger. Ici Jean-David Viel. Aujourd'hui, aux Échos du Large, je vais vous parler de la récolte de la zostère. Le terme de zostère est peut-être un mot qui est étrange à vos oreilles, effectivement. C'est un mot qui s'écrit Z-O-S-T-E-R-E. Avis aux amateurs de Scrabble, voilà une bonne occasion de pouvoir placer votre Z. La zostère est une plante marine qui pousse sur les battures du Saint-Laurent entre Cacouna et Trois-Pistoles. Savez-vous quelle est la différence entre une plante marine et une algue? Il y a une différence très importante. Une algue n'a pas de racines. Une algue peut être soit flottante ou sinon elle va être fixée au substrat, sur la roche, dans le fond, par un endroit ou une sécrétion qu'on appelle un crampon. Tandis que les plantes marines, elles, vont avoir des racines où elles vont tirer leur substance au niveau du substrat. La zostère est une de ces plantes marines qui a fait la fortune d'industriels de l'île Verte. En 1811, Louis Bertrand arrive de Québec et s'établit au village de l'île Verte. Il tient un magasin général et se lance dans le commerce du bois. Quelques années plus tard, il prend possession de la seigneurie des frères Côté qui, eux, avaient bâti une grande partie de leur industrie sur l'agriculture régionale. Louis Bertrand continuera dans cette veine, mais c'est surtout son fils, Charles, qui, en 1859, a, pour ainsi dire, une idée de génie. Il s'aperçoit que cette plante, la zostère, peut servir de rembourrage pour les matelas. À l'époque, les gens vont dormir sur des paillasses formées de foin et ce n'est pas très confortable. Donc, il rembourse ses matelas avec la zostère et il crée ainsi un nouveau métier, c'est-à-dire faucheur de zostère. À marée basse, les gens vont récolter cette plante sur les battures. Ils en remplissent de plein chaland, c'est-à-dire des bateaux plats, qui sont remplis à ras-bord. Les gens amènent ces plantes sur la terre ferme et là, ils vont les étendre dans les champs. La pluie lavera les plantes et le soleil les fera sécher. Par la suite, ils seront incorporés dans les matelas qui connaîtront ainsi une nouvelle vie, une nouvelle vague. Louis Bertrand ne s'arrêtera pas là. Il se rend bien vite compte que cette plante peut être utile dans tout effet de rembourrage. Il en met dans des coussins, il en met dans des selles à chevaux, il en met dans les oreillers. Et aux États-Unis, un certain Henry Ford entendit parler de cette plante et se montra fort intéressé. Il en passa de grandes commandes et il s'en servit pour garnir les sièges et les coussins de ses voitures. Henry Ford, on s'en rappelle, est l'inventeur de la manufacture en chaîne des voitures, dont le fameux modèle Ford T. Cette industrie connut une grande expansion jusque dans les années 1930. À ce moment, un parasite attaqua les plantes et amena presque à leur disparition. Si bien qu'aujourd'hui, il en reste très peu sur les battures de l'estuaire. On peut s'adonner à plusieurs activités sur l'île Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Sentier de la Boîte, musée du squelette et surtout le cyclisme. On n'est pas vraiment là, organisé pour recevoir une quantité très importante de véhicules automobiles. Alors, on essaie de faire la promotion là, que les gens rentrent à pied ou à vélo pour se déplacer. Fait que les gens, là, souvent, là, s'ils viennent juste pour la journée, ils vont traverser soit à vélo ou à pied. Puis nous, au niveau de l'île, à cause de notre capacité au niveau là, du chemin, bon, ça fait notre affaire là, que les gens traversent plutôt à bicyclette ou à pied. Certaines activités sont tout à fait inusitées, comme le Sentier de la Boîte, qui attire chaque année son lot d'amateurs. Le Sentier de la Boîte est né un peu pour se rappeler la tradition. Parce qu'autrefois,
on pouvait traverser là, à marée basse dans les grandes marées, parce que dans le bout là, où vous avez traversé justement avec le Peter Fraser, avec le traversier ce matin, dans les grandes marées, ça assèche complètement. Puis on pouvait se servir de ça pour traverser. Moi, je me souviens, là, j'étais petit gars, puis mon père avait acheté un cheval, puis j'avais traversé à dos de cheval là, pour rentrer le cheval à l'île. Puis des fois, il y a des gens qui traversaient là, un peu par là de la machinerie, en passant en haut de la rivière. Là. Bon, puis là, moi, je dirais là, environ une trentaine d'années, il y a des gens qui ont décidé de refaire ça, remémorer la tradition. Il y avait quelques personnes au début, puis seulement peut-être une quinzaine de personnes. Puis d'année en année, ça a été popularisé, puis le nombre de personnes là, a augmenté. Puis on en est rendu là, à environ là, cet été, je crois, ça a eu lieu le 1er août. Alors je crois qu'il y avait 400 personnes. Des choses intéressantes, il y a le musée du squelette. Le musée du squelette, c'est un centre d'interprétation là, des squelettes, en particulier des squelettes là, de la faune marine. C'est M. Pierre-Henri Fontaine là, qui opère ce musée-là. M. Fontaine, lorsqu'il entend parler qu'il y a un mammifère qui s'est échoué à quelque part, il part, puis il va sur place, puis il le dépêche sur place. Là, quand il est dépecé, là, il ramène normalement l'ossature chez lui, puis il laisse ça se putrifier, pourrir, là, puis il le récupère. Si on descend un peu, on rencontre le centre d'interprétation. Alors, c'est une ancienne école. Alors, c'est une ancienne école qu'on appelait l'école d'en bas, qui a été nommée l'école Michaud parce qu'il y avait quand même beaucoup de Michauds dans ce coin-là. Alors, c'est un centre d'interprétation de l'histoire de l'île au niveau de la pêche à fascine qui se faisait dans le temps, puis en particulier pour ça, puis de l'histoire aussi là, en général. Par après, on a la grande plage. La grande plage qui est située au nord-est de l'île. C'est du beau sable, mais c'est dommage parce que l'eau est froide. Mais c'est un endroit quand même intéressant où on a du sable qui avance dans l'eau. Après, il y a le bout d'en bas, la pointe est, le bout d'en bas, quand même aussi là, particulier. Alors, c'est contrastant avec le bout d'en haut. Le bout d'en haut, c'est planche, tandis que le bout d'en bas, c'est beaucoup plus rocailleux. Ici Mireille Poulain. Aujourd'hui, à la chronique Go-Oiseau, nous parlons de la différence entre les mouettes et les goélands. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les goélands se trouvent sur le bord de la mer et les mouettes se retrouvent en ville. C'est complètement faux. Cassez-vous pas la tête, si vous croisez un goéland ou une mouette, c'est fort probablement un goéland. La majorité des mouettes ont la tête toute noire en été, à l'exception d'une, la mouette tridactyle. Mais pour la voir, il faut se rendre à la colonie qui se trouve sur l'île du Pô, en face de Rivière-du-Loup, entre autres, ou s'en aller en mer. Les mouettes qui ont la tête noire, en hiver, ne conservent qu'un point noir sur la joue. Par exemple, on a en migration quelques individus de mouettes de Bonaparte qui vont s'arrêter dans la région. Les goélands que vous allez rencontrer pendant l'été, on a le goéland marin, le goéland argenté et le goéland à bec cerclé. Le goéland marin, c'est le plus gros des goélands du monde, en fait. C'est celui qui a le dos foncé, presque noir. Le goéland argenté est un peu plus petit, le dos gris, et vous allez le rencontrer, oui, principalement sur le bord de la mer, sur le bord du fleuve, mais un peu partout au Québec. Et le goéland à bec cerclé, c'est celui que vous associez souvent au McDonald's, si vous voulez. On peut les trouver souvent dans des stationnements de centres d'achat ou de restaurants. Les goélands sont assez voraces. Ils peuvent manger les petits des autres espèces d'oiseaux, comme les petits canetons, par exemple. Les goélands apprécient aussi ce que leur apporte la mer, par exemple des oursins. Ils vont prendre l'oursin, l'amener dans les airs
et le laisser tomber sur la roche pour le faire éclater et manger l'intérieur de l'oursin. Il n'y a pas que les goélands qui apprécient la chair de l'oursin, on a aussi des pêcheurs d'oursins dans le coin de l'île Verte et de Trois-Pistoles. Alors, la prochaine fois que vous allez voir une mouette, dites-vous que c'est fort probablement un goéland. Ça y prend beaucoup d'espace. Allez là-bas. Non, c'est très... Allô! Impossible de rencontrer un habitant de l'île Verte sans qu'il vous parle de son attachement à cet endroit sans pareil. L'enracinement à l'île Verte est très fort. On est parti, ma famille, mon père a quitté l'île à Contrecœur. On est tous partis à Contrecœur parce qu'il voulait qu'on étudie. Alors on est sortis de l'île, on était allé étudier. Finalement, on a travaillé, mais moi, j'ai toujours eu envie de revenir. Alors, je suis revenue il y a 15 ans. Je suis revenue parce que je m'ennuyais, parce que c'était chez nous. On est en dehors du continent, on est déconnecté. Puis hier, quand je marchais à la pleine lune pour aller chez Léonce Tremblay, puis il était 8 h, 9 h du soir, puis il y a une paix, il y a un sentiment de sécurité qu'on ne trouve pas ailleurs parce qu'on est protégé. Il n'y a pas d'invasion possible. Il faut prendre le bateau, puis tout le monde sait qui est rentré dans l'île. Fait que ça, c'est fantastique. Alors, l'île, c'est pour ça que peut-être que j'aime tant cette île puis que j'y suis revenue après l'avoir quittée en 2004 parce que j'étais trop malade. J'ai dû vendre ma maison, la grange, les 7 bâtiments de ferme. Mais l'île m'a happée. Puis finalement, je suis revenue puis j'ai racheté une terre il y a 2 ans. Bon, je suis né à l'île aux Coudes, une famille de 17 enfants. Puis après ça, j'ai navigué, j'ai parti pour aller naviguer, j'avais 16 ans. J'ai navigué sur le Saint-Laurent, j'ai fait tous les ports de mer. C'est en naviguant avec le frère de son épouse que Léonce Tremblay lui a été présenté. Le marin a fait mentir le proverbe qui dit « Qui prend mari, prend pays ». C'est plutôt lui qui a choisi l'île Verte, là où son épouse Claudette Fraser est née. Notre première idée, c'était qu'on prenait notre retraite. Moi, j'ai pris ma retraite à 52 ans. Là. Puis, on allait à l'île aux Coudes. J'avais un terrain à l'île aux Coudes, puis je voulais loger à l'île aux Coudes. Sur l'entrefaite, mon épouse a eu la maison ici avec sa sœur. Puis finalement, avec son père, en accord avec son père, on a choisi la maison ici. Ça fait que là, j'ai refait la maison à neuf, comme tu vois. C'est ce que tu vois là. À Notre-Dame des Sept Douleurs, Léonce Tremblay et son épouse apprécient la vie, la vraie, et profitent de chaque moment. Je me couche de bonne heure le soir, mais 5 h le matin, je suis levé. Fait que la première chose que je regarde, c'est dehors, en avant. Puis aussitôt que je vois un chevreuil ou quelque chose, j'avertis Claudette, elle descend, puis elle est là. Elle s'en vient voir le chevreuil. Un renard seulement, même un renard, c'est beau. D'abord, j'aime les animaux, fait que moi, je fais pas de chasse. J'aime les voir passer, puis j'aime les voir rôder alentour de la maison. Ça me fait plaisir quand ils rôdent. Ils mangent les lilas, ça me dérange pas. Ils vont dans le jardin, ça ne me dérange pas, tu sais. C'est pas grave. Ils ont le droit à manger les autres aussi, ça fait qu'ils mangent. C'est pas plus grave que ça. La vie est belle. Ah, la tranquillité, la paix, le camp, la nature. Moi, j'aime beaucoup la nature, la chasse, la pêche. L'hiver, c'est la pêche, j'allais par là. Là, on est dans plein de temps de la chasse. Là. Chasse à l'ornial, c'est fait. Le chevreuil, il s'en vient en fin de semaine. Alors, j'aime la tranquillité. Je sors l'autre bord, j'ai hâte d'en rentrer à l'île. Ah, puis c'est vrai, là. Ah, oui. Ah, oui. Sortie à la sortie, oui, après. Quand elle a élevé ses enfants.
Les gens de l'île verte sont colorés, uniques, authentiques. À cet endroit, le réseau social, ce n'est pas Facebook qui l'entretient, c'est l'île elle-même et ses habitants. Ça, c'est une espèce de relique pour moi, là. C'est la vessie du cochon. Ah! C'est quand on a tué le dernier cochon ici, j'ai dit à ma petite fille, j'ai ramassé la vessie. Je l'ai traitée, je l'ai travaillée, puis ça vient comme de la soie, ça, quand ça vient vieux. Là, j'ai dit à ma petite fille, j'ai dit à Émilie, quand tu vas te marier, ça va être ta bourse. Mais là, sa mère, Diane, a dit, Émilie, marie-toi jamais, c'était pour porter une vessie de cochon. Au niveau de la faune, bon, lorsque j'étais enfant, on voyait de temps en temps un chevreuil traverser sur l'île, des fois 2 durant l'été, un ornéal aussi. Mais depuis quelques années, le fait qu'il n'y a plus d'agriculture, que la végétation a repris le dessus, il y a du chevreuil qui s'est ravagé sur l'île. Il passe l'hiver ici, puis le cheptel augmente d'année en année. Puis c'est vrai un peu aussi pour les orgnaux, un peu moins, mais quand même, là, il y a des orgnaux qui passent l'hiver à l'île. Des lièvres. Il y a de la perdrix. La perdrix, il n'y en avait pas, là 25-30 ans, mais on a amené quelques perdrix. Puis on n'a pas le droit de chasse de perdrix sur l'île, puis ça augmente. D'année en année, là, on pense que ça augmente, là, les perdrix. Il y a du renard aussi. Il y a du coyote qui traverse l'hiver, si on aime moins un peu le coyote, là. Sur l'île, il y a une flore très, très variée. Il y a beaucoup d'espèces de champignons aussi. Une espèce qui est recherchée, là, puis il y en a eu cet été, là, ça débordait. Des chanterelles. La chanterelle est très, très là, populaire, puis est cueillie là, sur l'île en abondance. C'est de la pommette d'églantier. Un délice. Plein de vitamines. Professeur, il faudrait de l'amener un peu. Tellement bon. Ça ils ont gelé, là. Bon, ça. Ils ont gelé, là. Paul? D'accord. Hein, Paul? Tu connais ça? Ben oui. Pas vraiment. Faut que tu soignes tes malades avec ça. Un délice! La pommette d'églantier. Moi, j'ai toujours été là, assez optimiste, assez positif par rapport à l'avenir de l'île. Bon, certaines personnes ont eu peur ou ont peur encore d'une trop grande affluence, d'un trop grand développement sur l'île. Moi, ça m'effraie pas, ça me fait pas peur du tout. Je me dis que l'île va continuer à avancer, à progresser. Il va y avoir des nouvelles constructions, des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Puis il y a quand même une relève. Là, si on regarde au niveau des enfants, il y en a beaucoup qui sont intéressés, qui viennent à l'île régulièrement. Puis je pense qu'ils vont prendre la relève. Puis l'île va continuer à progresser comme ça s'est fait au cours des dernières années. Je m'appelle Marc Larouche, je vous parle directement de la pointe de Rivière-du-Loup en compagnie de Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Karine, bonjour. Et bonjour. On nous parle aujourd'hui de motocyclisme dans le Bas-Saint-Laurent. Effectivement, on a remarqué une tendance depuis plusieurs années que les motos sont à la mode. Plein de gens se promènent en moto et on veut profiter de ça aussi pour leur faire découvrir notre magnifique région. Donc, il y a plusieurs circuits ici qui sont accessibles. Effectivement, Tourisme Bas-Saint-Laurent et en collaboration avec Tourisme Gaspésie, on a concocté plusieurs circuits qui fait le tour des régions. Donc, au Bas-Saint-Laurent, on a le circuit de la route des navigateurs qui longe le fleuve. On a le circuit de la route des frontières et des lacs qui longe, dans le fond, la 289 jusqu'à Pointe-Négamouk et jusqu'aux lignes du Nouveau-Brunswick et du Maine. On a aussi le circuit des Basques et du Haut-Pays qui relie la région des Basques, Trois-Pistoles jusqu'à Rimouski, qui fait une belle boucle avec la 232. On a aussi le circuit des Aboiteaux et des Plateaux, qui est toute la région du Kamouraska. Et un petit circuit qu'on vous propose comme nouveauté pour faire le JAL, là, tout ce qui est de Saint-Just-du-Lac, des Gelis et tout l'arrière-pays qu'on voit moins souvent. Alors, tout est dans cette brochure que l'on retrouve à Tourisme Bas-Saint-Laurent. Tous les détails sont là. Karine Lebel, merci beaucoup.
Merci. La semaine prochaine, on se transporte sur l'île aux Pommes, une réserve naturelle privée. Son propriétaire, M. Gaston Derry, sera notre hôte. La visite des lieux vous surprendra. Ici Michel Hervé, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bon vent!